Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de plusieurs lettres financières aux publications Agora. Donc merci d'être avec nous. Nous sommes également avec François Asselineau qui est actuellement en pleine campagne présidentielle et qui a récemment rejoint nos publications en tant qu'auteur. Alors on est ravis que vous soyez parmi nous tous les deux. Depuis quelques mois, vous contribuez donc à notre nouvelle lettre économique et géopolitique qui s'intitule La lettre des affranchis. Dans cette lettre, vous analysez régulièrement les grandes décisions politiques internationales qui ont un impact direct sur les marchés. Alors Philippe, pouvez-vous nous dire en quelques mots sur le contenu de cette lettre et en quoi elle se différencie des médias traditionnels ? Je crois que dans les médias traditionnels aujourd'hui, il n'y a plus d'informations. Ou alors on ne déborde même pas du cadre des sujets les plus bateaux, il n'y a aucun approfondissement. Et surtout, on s'aperçoit que pratiquement on ne peut plus parler de rien, les sujets sont censurés. Les médias dits traditionnels, aujourd'hui, ils appartiennent à des milliardaires qui, ce n'est un secret pour personne, sont aujourd'hui carrément complices ou chiens de garde du pouvoir. Alors, cette lettre donc, traite de tous les sujets, évidemment, sans aucun tabou. Il n'y a pas de rédacteur en chef qui veut nous dire non, ça, attention, il ne faut pas le dire parce que ça va contredire la ligne officielle, etc. Et dans cette lettre, il y a également quelque chose qu'on ne trouve plus dans quasiment aucun média. C'est une lecture de la géopolitique qui sort des angles complètement manichéens, les vilains chinois, les Allemands systématiquement orthodoxes dans leur façon d'aborder l'économie. Nous, on essaye d'avoir une vision dynamique des choses, des interactions, et surtout débarrassé de schémas, d'analyses qui datent d'une autre époque. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a en permanence, il y a à la fois de la concurrence et de la collaboration, pas toujours au même niveau. Et vous voyez par exemple la fascination aujourd'hui qu'exerce le modèle chinois sur beaucoup de nos élites. Donc d'un côté, on n'arrête pas de citer la Chine comme l'exemple d'un pays totalitaire, et en même temps, on a tellement envie d'être aussi efficace, de lui ressembler quelque part, tout en ayant conscience que la Chine a placé ses pseudopodes sur tous les continents, que la Chine a une vision, une vraie vision de ce qui lui est vital, et que nous, en face de ça, on est totalement sans réaction, on se laisse complètement dépasser par les événements. Donc, dans notre partie géopolitique, on essaie de montrer le jeu des différentes grandes zones économiques et comment d'un côté elles s'affrontent et comment d'un autre côté elles sont amenées à coopérer par des fois le financement, des échanges technologiques, etc. Voilà, donc on aborde à peu près tous les aspects et sans s'interdire aucune forme d'explication dans la façon dont les choses fonctionnent. On essaye de déborder l'angle, c'est eux contre nous, un monde binaire. Non, le monde n'est pas binaire. Et vous, François, vous contribuez aussi à cette lettre ? Alors, je contribue depuis quelques mois seulement. Donc, j'ai rejoint cette lettre dans laquelle écrivait déjà Philippe Béchade. Conformément à ce que vous m'avez demandé, à l'accord qu'on avait ensemble, je fais une première partie où j'insiste beaucoup sur les questions géopolitiques et historiques et ce qui manque considérablement dans la presse française, dans la presse occidentale en général. Donc là, depuis que je contribue à cette lettre, j'ai fait une rubrique, une analyse sur les relations concernant la Chine,
y compris même d'ailleurs certains proverbes chinois, une autre sur la Pologne. Là, je vais sortir quelque chose donc sur comment dirais-je, la Russie et l'Ukraine bientôt. On a fait également sur l'Allemagne. Et à chaque fois essayer d'attirer le lecteur sur le fait qu'il ne doit pas se contenter, surtout pas se contenter de ce qu'il lit dans les journaux ou ce qu'il voit à la télévision. C'est du prêt-à-penser. En fait, on a un problème, je pense, en Occident qui s'est développé depuis maintenant peut-être 10 ou 20 ans. C'est un problème de vérité. Voilà. Avant, on avait le sentiment, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en avais, qu'on recherchait quand même la vérité. Quand je dis on, c'était les grandes consciences morales des journalistes, effectivement, d'investigation. Maintenant, ça existe un tout petit peu encore, mais c'est surtout la vérité a été remplacée par le narratif. Voilà. On n'est plus dans le réel, on est dans un virtuel. On invente des choses. On a l'impression qu'il y a des espèces de campagnes de propagande, d'agite-prop, hein, comme c'était du temps de l'URSS, où on focalise quelqu'un, il y a un grand méchant, ça dure 2 mois, 3 mois, et puis après ça, on passe à autre chose. Et nous, on est là pour essayer d'attirer l'attention des lecteurs sur la permanence de certains grands fondamentaux, d'abord et avant tout sur les questions d'histoire et de géographie. Alors justement, une des thématiques que vous abordez régulièrement dans cette lettre, c'est bien évidemment les conséquences économiques des différentes mesures sanitaires mises en place récemment. Donc il est vrai que depuis le début d'année, le gouvernement continue d'annoncer de nouvelles mesures sanitaires de plus en plus restrictives. Donc on est passé d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Donc pour certains, ce pass, il a un impact économique positif puisqu'il permet justement aux gens de circuler librement, donc de consommer davantage. Bruno Le Maire a d'ailleurs affirmé que 2022 serait une année particulièrement positive en termes d'économie, sur le front économique, malgré la flambée des contaminations et la propagation du variant. Donc il n'y a selon lui aucun risque de paralysie de l'économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou pas du tout? Écoutez, moi j'ai l'impression, ça reboucle sur ce que je disais à l'instant, j'ai l'impression de vivre dans un monde irréel en fait. Voilà, on nous dit, j'ai vu Monsieur le Maire qui dit on va avoir un taux de croissance, mais alors incroyable, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. C'est vrai que si on fait un taux de croissance de l'ordre de 6,2%, c'est énorme, ça remonte peut-être au début des années 70 et encore. Sauf que M. Le Maire, il oublie de dire que l'année précédente, on avait fait moins 8, et quelques. C'est-à-dire que l'année 2021 va se solder, on n'a pas retrouvé le niveau d'avant la pandémie. Deuxième point à dire, ça n'a pas été suffisamment souligné, mais on a appris par le service des douanes il y a quelques jours que le mois de novembre 2021, c'est les dernières statistiques disponibles, la France a dégagé le plus grave déficit commercial depuis Vercingétorix, si j'ose dire. Moins 9 milliards d'euros. C'est-à-dire que sur l'année, on est parti, comme on avait fait déjà moins 84 milliards d'euros sur les 10 premiers mois, on est de janvier à novembre 2021 à moins 93 milliards. On va terminer l'année 2021 aux alentours de moins 100 milliards d'euros. C'est énorme, c'est du jamais vu. Je rappelle qu'en 83, 84, lorsqu'il y avait eu le tournant de la rigueur, la France avait dégagé un déficit commercial qui était de l'ordre de 80, je crois, de mémoire, milliards de francs. Là, moins 100 milliards d'euros, ça fait moins l'équivalent de 657 milliards de francs. Alors, certes, c'est pas les mêmes francs qu'à l'époque, mais c'est très très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie française n'est plus compétitive. Ça pose la question de l'euro, qui est beaucoup trop cher par rapport à notre économie. Ça veut dire également que notre balance des paiements courants vis-à-vis notamment de l'Allemagne, parce qu'on a un déficit commercial qui s'aggrave avec l'Allemagne, ça va faire qu'en Allemagne, la Bundesbank va pouvoir augmenter encore, dans le cadre du système Target 2, les créances sur la Banque de France. Tout ceci, on vit dans un système de déficit de record. Enfin, c'est pas bien. Troisième exemple, c'est l'affaire de la dette. La dette, c'est absolument scandaleux ce qui se passe avec la dette. Monsieur Macron nous a largué une dette de plus 400 milliards d'euros. Ce qui est extraordinairement choquant, c'est que les Français ne réagissent pas parce que les médias sont tenus. Mais 400 à peu près milliards d'euros qui ont été consacrés à quoi ? À quoi a servi cet argent qui est absolument phénoménal, qui représente, je ne sais pas, à peu près 12 ou 13 ou 14 fois le budget du ministère de la Défense. On a, avec cet argent, c'était le quoi qu'il en coûte. M. Macron a pris sur lui, si j'ose dire, il a pris sur nous, surtout, sur les contribuables, l'idée qu'on allait donc faire un confinement général,
qu'on allait donc rémunérer des restaurateurs, des commerces qui ont été fermés d'office, et donc on paye des gens en leur assure leur chiffre d'affaires. Personnellement, je trouve que cette histoire de confinement est délirante. Je rappelle que le bilan, d'ailleurs, est très mauvais. La France, aux dernières statistiques, nous avons 1850 morts par million d'habitants de la Covid, officiellement. Il faut quand même que les gens qui nous écoutent se rendent compte que le génial Macron nous a endettés collectivement de l'ordre de 400 milliards d'euros. C'est une somme absolument colossale. Personne ne sait comment on remboursera ça. On engage l'avenir des générations futures sur des décennies. Et au même moment, on continue à fermer des lits. M. Macron, il a fermé depuis qu'il est à l'Élysée 17 900 lits d'hôpitaux. Et rien qu'au cours de l'année 2020, il a encore fermé 5 700 lits. Alors, moi, je voudrais savoir si, sur ces 400 milliards d'euros, on ne pouvait pas prendre 2-3 milliards d'euros pour recréer 30 000 lits et créer quelques hôpitaux supplémentaires, puisqu'il paraît que c'est ça le problème. On incrimine des non-vaccinés au motif que c'est à cause de que, paraît-il, on aurait un engorgement des hôpitaux et les hôpitaux seraient submergés, il suffit de regarder la presse française depuis 10 ans. On peut vous sortir des manchettes de journaux en 2012, 2013, 2014. Tous les hivers, les hôpitaux sont complètement surchargés parce qu'il y a en permanence la volonté de fermer les hôpitaux publics, d'aller vers une médecine privée à l'américaine. Il s'agit dans tous les cas de figure d'obéir aux grandes orientations des politiques économiques imposées par Bruxelles. On est donc dans un système qui est complètement délirant. Un enfant de 7 ans, on lui montrerait la situation. Puisqu'il paraît qu'il y a des lits qui manquent, plutôt que de consacrer des sommes énormes à assurer le chiffre d'affaires d'entreprises privées, on ferait mieux de permettre à ces entreprises de continuer à fonctionner, mais en revanche d'avoir des hôpitaux supplémentaires. Donc voilà, excusez-moi, mais ce que dit Bruno Le Maire, ce que dit Macron, ce que dit Véran, et ça, je vais terminer mon propos, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois que c'est une des conséquences les plus graves de ce qui se passe en ce moment, c'est que la parole publique n'a plus aucune valeur. Moi, je le vois, il y a de plus en plus de Français qui considèrent qu'on ne fait que leur mentir du début à la fin, donc on ne croit plus en rien. Vous savez, c'est la fameuse parole de Hannah Arendt qui avait écrit dans le procès d'Eichmann à Jérusalem que lorsqu'on ment constamment à des gens, elle parlait du régime de l'Allemagne hitlérienne, les gens finissent par ne plus croire en rien. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France. Alors, évidemment, la comparaison va me dire vous faites un point Goodwill. Non, je sais bien que le régime Macron, c'est pas la même chose que le régime hitlérien, bien sûr, mais en termes de mensonges qui maintenant portaient à une espèce de permanence d'État, on a rejoint l'Union soviétique. Enfin, on a M. Véran ment comme il respire. On a sur les réseaux sociaux, tout le monde ressort des déclarations de Macron jurant ses grands dieux qu'il n'y aurait jamais d'obligation vaccinale. Pareil Véran, en nous expliquant que fallait surtout pas mettre de masque, après il fallait mettre des masques. Bon, tout ça, au bout du compte, la France est surendettée d'une façon dramatique. Notre patrimoine continue à être dilapidé au profit de fonds d'investissement étrangers. Les directions sont prises, en fait, par des cabinets américains de gestion, notamment McKinsey. Et en plus de tout, eh bien, les Français ne croient plus en rien. Si vous trouvez que c'est un beau bilan. Alors moi, je voudrais quand même aussi apporter ma vision sur tout ce dont le gouvernement se vante, cette croissance, etc. Donc 400 milliards d'endettement, qui n'aurait donc pas eu lieu si on n'avait pas décidé de tout fermer. Donc certains pays ne l'ont pas fait. Il ne faut pas penser que parce que des pays dont les dirigeants partagent, on va dire, une certaine admiration pour le modèle chinois. Justin Trudeau, d'ailleurs, a dit que lui, il le dit ouvertement, pour lui, son modèle, c'est la Chine. Australie, Nouvelle-Zélande, Autriche, on voit également que là, on est sur des raisonnements et des stratégies qui n'ont rien à voir avec notre tradition et notre culture de liberté. En France, des Lumières. Donc en France, on a fermé. Et ça nous coûte 400 milliards. 400 milliards, c'est 13%, un peu plus de 13% même du PIB. Donc injecter 13 à 13,5% du PIB pour en ressortir 6,5%, ça veut dire que déjà il y a la moitié de l'argent qu'on ne retrouve pas.
Si encore on nous avait dit, voilà, on ferme, on met 400 sur la table et on va retrouver ces 400 dans l'activité, dans le PIB. Ben non, on en retrouve la moitié. Donc déjà, on a dilapidé de façon invraisemblable pour, à mon avis, un bien piètre résultat. En ce qui concerne l'hôpital, c'est comme si vous lancez le Titanic à travers l'Atlantique, et puis tous les ans, ou tous les 100 miles, vous retirez des canaux de sauvetage. Et puis le jour où vous arrivez contre l'iceberg, il n'y a plus de canaux de sauvetage dans le Titanic. On les a retirés au fur et à mesure, parce que ça, je sais pas, ça ralentissait le bateau, je sais pas. Et quand d'un seul coup le bateau coule et qu'il y a des gens à la mer, on n'accuse pas le capitaine ou je sais pas la compagnie qui a décidé qu'on allait retirer les canaux de sauvetage. Non, on accuse les gens qui sont sur le pont et qui vont se noyer. Oui, ils sont pas capables de résister dans une eau à 3 degrés. Vraiment, c'est de leur faute, quoi. Non mais on gobe ça. On gobe ça. Et effectivement, le prochain engorgement des hôpitaux à l'automne 2022. Bon, ça sera probablement plus le Covid. Donc, qu'est-ce qu'on nous sortira la grippe ou la virose saisonnière. On va forcément être de nouveau engorgé pour une raison X ou Y. Donc, on va pouvoir désigner de nouveaux boucs émissaires à l'automne. Alors, je ne sais pas si c'est la gastro, c'est les gens qui se nourrissent mal. Donc, les Français qui se nourrissent mal, on les désignera. Après tout, je ne sais pas, peut-être qu'on leur imposera une diète, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va inventer pour punir une nouvelle catégorie de Français qui sera responsable de l'engorgement des hôpitaux? On trouvera certainement. Et je crois que ce que l'on voit là, quand on propose un bouc émissaire, on voit que la presse, des politiques se jettent là-dessus. Je crois qu'en France, on adore haïr. On adore haïr, c'est phénoménal. J'ai l'impression qu'on n'avait pas assez haï depuis Vichy, probablement. Puis vous avez M. Castex qui dénonce sa fille, qui est responsable de sa contamination, bien qu'il soit triple vacciné. Là aussi, on n'avait pas assez dénoncé, je pense, depuis Vichy. C'était important de montrer que les coupables ne sont pas ceux qui gèrent le système. Non, ce sont ceux qui engorgent le système. Puis bien sûr, dans l'engorgement, on a oublié de nous dire que des centaines de cliniques étaient capables de prendre en charge, on va dire, des patients en situation légère, même en mars, avril, mai 2020. Il y avait énormément de lits disponibles pour prendre des gens avec des pathologies légères, et on aurait laissé les pathologies lourdes dans l'hôpital. Alors évidemment, ça aurait coûté un petit peu d'argent de prendre en charge les gens dans le privé, mais on parle de combien de milliards si on avait dû ventiler un petit peu de personnes dans le privé? On parle peut-être de quelques milliards. Là, on nous parle d'1 milliard consacré aux tests nasopharyngés. On nous parle d'1 milliard pour le mois de décembre 2021, d'1,5 milliard pour janvier 2022. Donc 1 plus 1,5, ça fait 2,5. 2,5 milliards, c'est quand même 10 hôpitaux complets, personnel inclus. Et 2,5 milliards, ça fait aussi, si on veut, non pas 10 hôpitaux, mais ça fait 4 CHU. Oui, le grand ensemble, la formation de personnel médical, voilà l'échelle. Là, c'est 1 milliard plus 1,5 milliard qui ont été littéralement cramés pour rien. Les tests nasopharyngés n'ont soigné personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis d'accord. On est capable de dépenser comme ça encore chaque mois 1 milliard, 1,5 milliard. C'est de l'argent que l'on crame et qui ne soigne personne. Mais on n'a pas d'argent, évidemment, pour des lits d'hôpitaux, ou on n'a pas d'argent pour assurer la prise en charge des gens qui seraient coincés dans les couloirs des hôpitaux, pour les envoyer vers la clinique d'à côté, où il y a le personnel, il y a du confort, et où les gens sont pris en charge. Là, on parle de quelques centaines de millions d'un côté, on les a pas. Mais comment on a pu tolérer ça? Et comment on peut se prêter à ça, vu le coût, l'inefficacité et les douleurs que l'on inflige? Mais on vit une époque, mais c'est épouvantable. On aurait dit aux gens il y a 2 ans, voilà, vous aurez des gosses
que l'on teste pour quelque chose dont ils n'ont rien à redouter. Et on va les tester 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils vont angoisser d'aller à l'école, ils vont angoisser chaque fois qu'ils vont passer devant une de ces tentes où on fait les tests. C'est des traumatismes par millions. Pour quel bénéfice ? Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Philippe, j'en parlais déjà tout à l'heure d'ailleurs, il faut voir qu'on utilise l'argent des Français d'une façon qui est objectivement délirante. Hein. Le fait effectivement 1,5 milliard par mois pour les tests. Je rappelle que le réseau routier français crie misère. Il y a eu des rapports. Je prends un exemple, hein, en sortant de la question sanitaire. Il y a eu un rapport du Sénat il y a 3 ans. Il manque à peu près 300 millions d'euros chaque année pour entretenir notre réseau routier. Les sénateurs ont pointé du doigt le fait qu'il y a 7% des ouvrages d'art sur les routes françaises, des tunnels ou des ponts, qui risquent de s'effondrer à tout moment. Donc ça, on n'a pas d'argent pour ça. On n'a pas d'argent pour préserver aussi le patrimoine de certains châteaux, d'églises qui s'effondrent. On n'a pas d'argent pour donner au personnel médical un salaire décent. On n'a pas d'argent pour avoir, comment dirais-je, le salaire correct pour les enseignants, etc. Mais là, on a l'impression que sur ce sujet-là, il n'y a plus de limite. C'est une dépense absolument sans aucune limite. Donc là, il y a quand même un véritable problème. Alors, 2 choses à ajouter. Il n'y a pas de comparaison faite avec l'international. Moi, j'avais écrit une lettre à Olivier Véran au début, en janvier 2021, pour lui demander d'abord que la France s'exprime sur les traitements. On attend toujours, d'ailleurs, la position officielle de la France. On a compris que c'était très mal. L'hydroxychloroquine, qui se vendait en vente libre depuis 70 ans, d'un seul coup est devenu un poison mortel. L'ivermectine, qui se vendait en vente libre depuis 40 ans, d'un seul coup est devenu un poison mortel. Maintenant, c'est la vitamine D. Bientôt, on va nous expliquer que la vitamine C aussi. L'azithromycine, le plus efficace à ce jour. C'est-à-dire qu'on est obligé de constater que sans explication particulière, et alors que dans un certain nombre de pays du monde, ces traitements sont utilisés, eh bien nous, comme par hasard, tous les traitements qui sont apparus à partir d'études, de méga-analyses, de méta-analyses qui ont fait sur un certain nombre d'études. Alors je sais que c'est controversé. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a quand même des pays du monde qui utilisent ça et où les taux de mortalité sont très inférieurs. Ce sujet est interdit. D'ailleurs, même votre vidéo, le fait même que j'en parle, risque d'être interdite sur YouTube. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce sont des sujets médicaux, normalement, qui ont été investis par le champ politique et qui sont devenus des sujets de dogme. Donc on n'est plus dans l'Europe des Lumières, on n'est plus dans l'Europe scientifique, on est dans un nouveau Moyen-Âge où vous avez un dogme absolu qui s'impose. Ça va donc de pair, parmi les conséquences de cette pandémie, ça va de pair avec, je le disais déjà tout à l'heure, mais ça c'était une tendance déjà depuis 20 ans, au remplacement, à la substitution de la vérité par le virtuel et par des récits, par des narratifs. Et là, on a autre chose également, c'est que maintenant, on a la fermeture de la liberté d'expression. Il ne se passe pas de jour où il n'y a pas maintenant, sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont brutalement interdites, non pas parce qu'ils disaient des choses extraordinairement choquantes, ni des appels au meurtre, mais parce que tout simplement, ils développaient des analyses faites parfois par des sommités médicales dans le monde entier, parce qu'on a quand même, nous, on est quand même un pays en France où on nous explique qu'il y a des dizaines de prix Nobel de médecine, des professeurs d'université, etc., qui sont tous, paraît-il, des charlatans, alors que vous avez quelques journalistes en vue qui n'ont jamais fait la moindre étude de médecine, qui, eux, ont le droit de parler. Enfin, c'est quand même ça la vérité. Donc, il y a une fermeture de la liberté d'expression. Et puis aussi encore un autre sous-produit, c'est la division entre les Français. Et ça, c'est en termes étymologiques, si vous me le permettez, c'est diabolique. Vous savez, le diable, diavolo, c'est celui qui divise. On n'a jamais vu un président de la République diviser, comme il le fait, la population française. Et je suis d'accord avec Philippe. Malheureusement, on va encore dire que c'est un point Godwin, mais moi, je ne connais pas, dans l'histoire de France,
un État qui désigne plusieurs millions de personnes de sa propre population comme étant coupables d'on ne sait pas quoi, puisque rien n'est illégal dans le fait de refuser la vaccination, eh bien, on sont devenus des parias. Il faut remonter, je suis désolé, au statut des Juifs sous Pétain en 1940. Voilà. Je n'ai pas d'autre exemple depuis 1940 ou 44, 45. Je n'ai pas d'autre exemple où l'État, dans sa majesté, ait violé le principe fondamental de la République française, c'est-à-dire la liberté et l'égalité et la fraternité entre les citoyens. Donc le bilan est extraordinairement lourd, non seulement en matière économique, mais aussi dans tous ces phénomènes politiques et sociétaux. Or, comme vous le savez, l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Et donc, moi, je vois autour de moi des gens qui sont extrêmement déprimés. Combien je vois autour de moi de gens qui disent « je n'ai plus qu'une envie, c'est de quitter la France ». J'en vois beaucoup. Et donc, les gens sont très déprimés, et je ne suis pas du tout certain que, contrairement à la parole officielle de M. Le Maire, qui a expliqué qu'à partir du moment où maintenant il y a le pass vaccinal, etc., les gens qui auront ça pourront vivre comme avant, que ça va redynamiser. Pas du tout. Pas du tout. Et parce que d'abord, tout ça est fondé sur un mensonge, puisque on fait toujours comme si le vaccin, ou disons, ces thérapies à ARNM, comme si elles étaient efficaces à 100%. Alors que tout le monde sait que c'est faux, et tout le monde sait qu'on peut avoir été, comme d'ailleurs l'ont montré plusieurs ministres du gouvernement, double ou triple vacciné, et tomber malade et contaminer autrui. Donc on se moque vraiment du monde. Et là, en plus de ça, le narratif, parce que c'est le dernier narratif, c'est le vaccin évite les formes graves. Alors, on a déjà l'expérience dans des pays où Omicron était présent avant que nous, on commence à subir la vague. On savait dès le départ que la sévérité des atteintes était très très inférieure aux vagues précédentes. Autrement dit, on ne sait pas du tout si le vaccin protège ou pas des formes graves, puisque vous avez un variant avec lequel on ne fait quasiment aucune forme grave. Mais vous avez encore quand même quelques médecins de plateau qui nous expliquent que des gens en bonne santé, etc., se retrouvent en réa. Donc on prend une exception sur 5 millions ou 10 millions, et on en fait bien sûr une généralité. Mais le narratif s'effondre dans la mesure où vous avez Pfizer lui-même qui vous dit voilà, on a fait homologuer le Paxlovid qui permet d'éviter aux gens qui font des formes graves d'aller en réanimation. Alors, on fait ou on ne fait pas des formes graves avec le vaccin? Il semblerait que oui. Et donc la preuve, c'est que Pfizer nous amène le remède, donc y compris aux formes graves. C'est-à-dire que le vaccin ne protège pas de la contamination, ne réduit pas la charge virale de celui qui en est atteint, n'empêche pas donc de tomber malade et de développer des symptômes. Et maintenant, l'aveu, c'est on a besoin, oui, d'un médicament complémentaire contre les formes graves. Donc, avec le vaccin, on fait aussi des formes graves. Donc, le vaccin ne répond à aucune des vertus qu'on lui avait prêtées initialement. Alors, dans le narratif officiel, on a appris ça hier avec le Conseil d'analyse économique qui a diffusé, vous avez vu ça, un rapport. On nous a expliqué que le pass sanitaire, selon le Conseil d'analyse économique, dont je rappelle que c'est une institution publique qui fait partie des services du Premier ministre et qui donc est sous la direction de M. Castex en personne. Donc sa liberté de pensée et d'expression est quand même assez étroitement circonscrite. Donc le Conseil d'analyse économique nous a annoncé hier, comme ça, tout de go, que le pass sanitaire aurait fait baisser de 30% les hospitalisations, ou plus exactement, les hospitalisations eussent été 30% supérieures s'il n'y avait pas eu de pass sanitaire, et également aurait sauvé les 4000 vies. Alors, moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire, parce que je ne sais pas d'où ça sort. Il paraît que ce sont des comparaisons avec d'autres pays. Mais je rappelle que le Conseil d'analyse économique, comme d'ailleurs les services de l'État, sont toujours incapables d'expliquer aux Français est-ce que oui ou non, les vaccins qui se sont succédés ont des effets secondaires nocifs. Je crois savoir que, d'après la parole officielle, la France est un pays où les injections ARNM, ça dépend selon, vous avez différentes façons de nommer ça, officiellement, si j'ai bien compris, en France, n'ont fait aucun décès. Que des choses
un petit truc, une petite myocardite ici ou là, mais rien de très grave. Officiellement, je crois que c'est ça. Vous allez dans d'autres pays du monde, vous allez aux États-Unis, sur les données du CDC, on entend une toute autre histoire. On n'arrive pas à savoir. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a demandé à plusieurs reprises à l'État d'avoir des précisions, données chiffrées sur toute une série de données, notamment celle-là. On n'a toujours rien. Donc il y a aussi ce système qui contribue au mauvais climat qu'il y a en France, le fait que la parole publique a perdu toute crédibilité, j'en parlais tout à l'heure, parce que les Français ont le sentiment qu'il y a une totale opacité sur ces systèmes. Alors là, on nous prend vraiment pour des imbéciles avec cette histoire de on aurait pu avoir 4000 décès de plus, etc. Mais vous pouvez raconter absolument ce que vous voulez. C'est absolument improuvable. Mais pour essayer quand même de démontrer effectivement les 0,6% de PIB qu'on aurait sauvés, eh ben, on a calculé les conséquences si on avait décidé de prendre des mesures qui n'ont été prises d'ailleurs pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. Bon, il y a eu effectivement des couvre-feux au Danemark, aux Pays-Bas, et ce qui a probablement, oui, freiné un peu l'activité du secteur loisirs-restauration. Mais on a pris comme hypothèse que si on avait pris des mesures que personne n'a prises, on aurait eu les plus mauvais résultats. Mais et si on se comparait aux pays qui n'ont pris aucune des mesures que nous avons prises, qui n'ont pas instauré de passe sanitaire, qui n'ont pas fermé les lieux de vie, qui n'ont pas mis de jauge dans les stades, etc. Vous voyez que ces pays où il n'y a pas eu de restrictions, pas de jauge, pas de masque, ont des niveaux de contamination nettement inférieurs à celui qu'on a en France. Et actuellement, je rappelle que le pays qui a le plus fort taux de contamination par rapport à sa population, c'est Israël, qui en est à sa 4e dose. Et le deuxième pays le plus intransigeant, et on vient de le voir donc avec l'affaire Djokovic, c'est-à-dire l'Australie, est le deuxième pays au monde qui a le plus de cas. C'est-à-dire que plus il y a de vaccins, plus il y a de restrictions, plus on a de gens contaminés qu'on doit écarter, qui vont donc ne pas travailler pendant quelques jours. Toutes ces quarantaines qu'on impose à des gens qui ont été contrôlés positifs, ce sont non pas des dizaines de millions d'heures de travail perdues, ce ne sont pas des centaines de millions d'heures de travail perdues, ce sont des milliards d'heures de travail perdues. Je voudrais bien qu'on les chiffre. Et qu'on m'explique que ces milliards d'heures de travail perdus par des gens qui ont été obligés de se mettre en quarantaine, que ça a apporté du PIB à la France, et que toutes ces mesures ont effectivement rajouté du PIB par rapport à si on avait pris des mauvaises décisions. Enfin, je trouve ça mais hallucinant. Et c'est repris en boucle par la presse. Il n'y a aucune critique, aucun esprit analytique, il n'y a rien. On gobe, on régurgite. C'est hallucinant. Il faut ajouter que y a un débat absolument fondamental aussi qui n'existe pas en France, qui est ce virus Omicron. Est-ce que c'est bien d'empêcher qu'il circule ? Puisque si je comprends bien ce qui se passe, notamment en Afrique du Sud, ce qui se passe dans la région de Madrid, ce qui se passe au Royaume-Uni, il y a de plus en plus de pays au monde ou en Russie qui démantèlent les mesures de protection parce que il semblerait, et ça semble se confirmer, que ce variant Omicron, c'est ce à quoi on assiste en général à la fin de ces grandes pandémies, avec les coronavirus, où les variants, on voit des variants de plus en plus contagieux, mais de moins en moins létaux, de moins en moins dangereux, et qui permettent d'avoir cette fameuse immunité de groupe naturelle qui signe la fin d'une pandémie, qui la transforme en une grippe saisonnière hivernale. Je rappelle que c'est quand même comme ça que s'est terminée la fameuse grippe espagnole de 1917-1918, ou la moins fameuse grippe de Hong Kong de 1970-71. Donc, le problème de base numéro 1, c'est est-ce que ce variant Omicron, finalement, c'est une bonne chose de l'empêcher de circuler, parce que est-ce que c'est pas quelque chose qui va prolonger de façon artificielle et avec des coûts absolument considérables à une pandémie qui est en train de se terminer. C'est en tout cas un débat qui n'a pas lieu. Et poser ce débat, on a l'impression que vous vous heurtez à un véritable dogme.
Et puis, Philippe revient sur ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure aussi, c'est les questions internationales. Il n'y a pas de comparaison internationale. Il parlait des contaminations. En nombre de morts par million d'habitants, vous savez, vous avez à peu près 200 territoires, pays et territoires plus ou moins autonomes dans le monde. Vous avez des statistiques que vous trouvez sur un site qui s'appelle politologue.com, par exemple, qui sont tenues au jour le jour. Sur ces 200 pays et territoires du monde, en nombre de morts cette fois-ci, pas en nombre de contaminés, mais en nombre de morts sur l'ensemble de la pandémie, par million d'habitants, la France se situe à peu près 40e. Donc, avec 1850 morts par million d'habitants. Donc, c'est pas la catastrophe absolue, mais c'est quand même, on est les 20% les plus mauvais. Il y a 80% des territoires et pays du monde qui font mieux que nous. Alors, quand je dis ça, je dis, ben, regardez, en Inde, il y a 340 morts par million d'habitants. Alors on me dit, oui, mais les statistiques indiennes ne valent rien. Les mêmes qui, par ailleurs, m'expliquent que, regardez, l'Inde fait des miracles, et donc c'est un futur géant économique. D'ailleurs, qui vient de dépasser, semble-t-il, l'économie française, selon les... Je confirme. Voilà. Mais... alors à ce moment-là, je dis, mais bon, alors par là, il y a la Biélorussie. La Biélorussie, on en est à 340 morts par million d'habitants, ou 600, quelque chose comme ça. Alors là, on me dit, oui, mais c'est un régime. Mais quel rapport avec le régime? Bon. Alors après ça, j'ai dit, mais regardez le Sénégal, les pays d'Afrique, tous ces pays font beaucoup moins. Il paraît qu'on ne peut jamais rien m'opposer à ces commentaires. Mais moi, j'aimerais que le gouvernement et une commission d'enquête parlementaire, ça fait quand même 2 ans que ça dure, s'intéressent en profondeur. Pourquoi y a-t-il des pays du monde qui ont... 80% des pays du monde font mieux que nous en termes de morts par million d'habitants. Et j'ajoute qu'il y a au sein même de l'Union européenne et des pays européens des pays qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. La Norvège, le Danemark, les pays scandinaves, la Suisse. La Suisse, par exemple, fait beaucoup mieux. Donc, même l'Allemagne. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais l'Allemagne, ils sont plus disciplinés que nous. Ça me paraît une explication un petit peu courte. Voilà. Peut-être qu'ils ont aussi plus de lits dans les hôpitaux. Voilà. Ça, ce genre de comparaison internationale, en plus, on a affaire à des gens des cabinets style McKinsey qui n'ont à la bouche que ça. Le benchmarking, dès qu'ils vendent un produit à une entreprise, ils lui disent qu'il faut faire des comparaisons internationales. Mais là, il n'y a pas de comparaison internationale. Les Français, c'est comme si la France était un isolat et que Macron était un type qui avait réussi une gestion, mais une gestion qu'on n'avait pas trouvée ailleurs. C'est vraiment un narratif. On est dans quelque chose de totalement virtuel. Et j'insiste sur cet aspect. Je pense que c'est... Ce qui est très très grave, c'est que non seulement il y a ce divorce entre une grande partie de l'opinion publique, et qui d'ailleurs s'accroît, parce que moi je connais autour de moi des gens qui ont été double vaccinés, qui ne veulent plus être triple vaccinés, ou même des triples qui ont dit, moi la 4e, non, parce qu'il y a la 4e qui arrive. Parce que ça aussi, c'est un point dont on n'a pas parlé, c'est que l'Union européenne a commandé 4 milliards 400 millions de doses. 440 millions d'habitants, bébés et personnes âgées compris, eh bien ça fait quand même à peu près 10 doses en 3 ans pour chaque habitant de l'Union européenne. Ça veut donc dire que si les mots ont un sens, Mme von der Leyen et ses services ont acheté de gré à gré à Pfizer, dans un état d'opacité absolument totale. On ne sait pas quel est le contenu des contrats, on ne sait pas quel est le prix qui a été payé. Tout ça a été acheté à une entreprise qui est connue mondialement pour être une entreprise mafieuse et de charlatans, qui a payé des milliards de dollars de pénalités rien qu'aux États-Unis pour publicité mensongère, pour diffusion de produits dangereux, etc. C'est ça. Allez voir la notice Wikipédia sur Pfizer. Les gens seront effarés. Il y a une 40aine de cas depuis 30 ans. On a payé tout ça pour acheter 10 doses par personne sur 3 ans. Donc il y a quand même, moi je vois autour de moi, un début de renversement de l'opinion publique, de plus en plus, des gens qui disent, attendez, jusqu'à quand on va se faire vacciner par un truc qui, à l'évidence, marche quand même, au minimum, marche pas très bien, pour pas dire ne marche pas du tout. Et je pense, et là j'en terminerai, qu'au bout du compte, on peut se demander si l'objectif final, ça n'est pas de tester la capacité de domestiquer la population française, de lui faire avaler des choses qui sont de plus en plus absurdes, mais voir jusqu'où on peut aller quant à la domestication, au fait que les Français accepteront sans se rebeller des mesures de plus en plus drastiques, avec au bout du compte peut-être effectivement le crédit social à la chinoise, des puces sous-cutanées. C'est pas une invention de ma part. C'est en Suède, il y a déjà eu 5000 personnes qui se sont fait mettre une puce sous-cutanée avec un QR code. Donc on risque de basculer dans un univers
auprès duquel 1984 de George Orwell est une plaisanterie. En tout cas, pour en revenir là, à d'apparentes heureuses occurrences, c'est par exemple, on n'a jamais eu aussi peu de faillites. Extraordinaire. Il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de grippe d'ailleurs, il n'y a pas de rhume. Oui, mais sur le plan économique, c'est merveilleux, plus personne ne fait faillite. Mais tout le monde a été arrosé et rendu complètement accro à la dette. Le report des remboursements, il va probablement être naturellement et très stratégiquement repoussé au-delà des élections. C'est-à-dire que tous ceux qui iront redemander de l'argent, parce qu'on va s'apercevoir très très rapidement que la fréquentation des restaurants, des bars, tout ça est en chute libre, et qu'on est 13 ans... Enfin, on prétend qu'il y a 10% de Français non vaccinés. On va s'apercevoir très très vite que la recette globale des restaurants, des cinémas va se situer entre moins 25 et moins 30. Donc tout le monde va crier évidemment, va crier sa douleur et va réclamer encore de l'argent qui va être naturellement immédiatement attribué. Enfin, ces demandes vont être acceptées et on aura accumulé 2 ans là de dette d'URSSAF, et il y a un moment on va se retrouver face au mur de la dette. Pour l'instant, c'est une véritable corruption généralisée. Vous achetez la bienveillance de corporations entières, de restaurateurs, d'hôteliers, de gens qui font des salons, d'organisateurs de mariage ou bar mitzvah, tout ce que vous voulez. Vous avez acheté le silence de tout le monde, et un silence confortable, puisqu'on gagne finalement plus d'argent en touchant des subsides quand on le vend son rideau et en faisant son métier tous les jours. Mais qu'est-ce qui va se passer quand cet argent magique va cesser d'être distribué ? Est-ce qu'on se projette là-dedans ? Est-ce qu'on a fait justement là un calcul pseudo-scientifique où on nous dit comment les entreprises qui vont devoir maintenant payer et rembourser ce qu'on leur a avancé, comment vont-elles le faire ? Avec quelle clientèle ? Justement, comment est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que va exiger de la France, justement, cette dette et des Français ? La dette, on en a déjà parlé plusieurs fois. Effectivement, on a une augmentation phénoménale de la dette. Vous permettrez au passage de faire remarquer, puisqu'on est en période de campagne présidentielle, tous les gens qui m'écoutent, au cours des 20 dernières années, ou même 30 dernières années, les 2 présidents de la République qui ont le plus augmenté la dette publique sont les 2 qui s'étaient fait élire sur le fait qu'ils allaient la diminuer. C'était Nicolas Sarkozy avec la crise des subprimes, et c'est Emmanuel Macron avec l'affaire de la Covid. Je ferme la parenthèse, mais ça prête à réflexion. Parce qu'il faut absolument que les gens, au moment d'une élection présidentielle, essayent quand même de faire preuve de discernement et ne gobent pas ce qu'ils entendent à la télévision ou à la radio, qu'ils qu'ils réfléchissent davantage. Ce qui va se passer, c'est qu'on a une dette énorme et que c'est fait pour durer. Et ce qui va se passer, c'est qu'on n'en a pas parlé au cours de cet entretien, c'est que nous avons un nouveau gouvernement en Allemagne. Un gouvernement qui, Madame Merkel, elle avait des qualités et des défauts. Personnellement, je suis sidéré qu'elle a été élevée à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur quand on voit la liste des coups de poignard dans le dos de la part de l'Allemagne au cours des dernières années. C'est quand même assez saisissant. Mais enfin, bref, au moins, elle essayait d'arrondir les angles sur la dette. Mais là, le nouveau gouvernement, c'est pas la même chose. Monsieur Olaf Scholz, qui est le nouveau chancelier, donc SPD, socialiste, il était le vice-chancelier auparavant, et il était déjà connu pour son orthodoxie financière. Il est flanqué de monsieur Christian Lindner, qui est l'ancien président du FDP, du Parti libéral-démocrate, qui lui est un ultra-orthodoxe. Et il est flanqué d'une ministre des Affaires étrangères, Madame Baerbock, qui est la coprésidente des Verts, et qui, en fait, de Verts, c'est plutôt vert de gris. Elle est partie bille en tête contre la Chine, contre la Russie. Elle a commis aussi un truc que moi j'avais jamais vu dans l'histoire diplomatique. Elle est venue en France, son premier voyage à l'étranger, c'est de venir à Paris, et elle s'est attaquée directement en disant: l'Allemagne fera tout son possible pour empêcher la France
de faire classer le nucléaire parmi les énergies vertes. On ne dit pas ça en diplomatie. Éventuellement, on le fait, mais on ne le dit pas. On ne dit pas la première chose, elle arrive pour la première fois, de dire elle s'attaque directement à nos intérêts parmi les plus fondamentaux. Et tout ce petit monde, en fait, a laissé entendre à plusieurs reprises que maintenant, il y en avait trop, hein, il y a trop de dettes. Et ils vont donner des instructions, c'est très certainement, avec le plein accord de la Bundesbank qui ne demande que ça, qu'à la Banque Centrale Européenne, eh bien, on procède à une diminution drastique des rachats des obligations des États sur le marché secondaire. Donc c'est la fin, à mon avis, de l'assouplissement quantitatif, comme on disait gentiment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un côté, on a une augmentation colossale de la dette et des besoins de financement, et de l'autre côté, les Allemands qui disent ça suffit parce qu'ils ont toujours le solde target 2 à l'esprit, dont on avait parlé, je crois, dans la vidéo précédente. Et donc les Allemands ne veulent pas une dérive. Ça veut donc dire que on va voir ce qui va se passer, mais selon toute probabilité, quel que soit le président qui sera élu et la majorité dont il disposera, nous sommes lancés dans une politique de rigueur bien supérieure à ce que l'on a eu. Bien supérieure à ce que l'on a eu, et tout ça pour la plus grande gloire, bien sûr, de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Le résultat de tout ça, c'est que ce que je crains profondément, c'est que M. Macron, avec la complicité et la demande de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne, n'accélère encore les privatisations et les ventes du patrimoine. Donc c'est une espèce, en fait, à mon avis, de hold-up. Parce qu'on va nous expliquer, vous savez, on n'en est plus très loin. Hein. Un jour, on va nous expliquer que finalement, il faudrait peut-être vendre le château de Versailles au Qatar pour avoir un peu d'argent. Et puis commencer à vendre les collections publiques des musées nationaux. Hein. Parce que je ne vois pas où on va, sinon on a et accessoirement, si j'ose dire, poursuivre la diminution des personnels hospitaliers. D'ailleurs, Madame Pécresse a annoncé qu'elle allait supprimer 250 000 postes de fonctionnaires, sans préciser où, bien entendu. Est-ce que ce sont des personnels hospitaliers? Certainement pas. Est-ce que ce sont des policiers ou des gendarmes? Non, elle a dit qu'elle allait chercher le Karcher à la cave. Ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs. C'est simplement... c'est de la... Est-ce qu'on va diminuer également, je ne sais pas moi, le nombre d'enseignants? Pas du tout. Alors je ne sais pas où elle va les chercher. Mais elle a dit qu'elle allait supprimer 250 000 postes de fonctionnaires. Ça veut donc dire qu'on a devant nous, à mon avis, des troubles sociaux et politiques énormes. Énormes. Dans un pays où la parole publique a complètement disparu, dans un pays où, du fait de notre appartenance à l'euro, le niveau de vie de la population diminue, alors qu'à l'autre bout de l'échelle, vous avez une toute petite oligarchie qui enregistre des sommes énormes. Les plus grands milliardaires français ont quand même vu leur fortune doubler en quelques mois. C'est quand même... On n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Et en plus de ça, on va vers une rigueur tous azimuts. Et aussi, peut-être, les Français vont pouvoir peut-être constater qu'on accélère la vente de notre patrimoine, la vente d'EDF, la vente de la SNCF, les autoroutes. L'EDF, c'est extraordinaire. Voilà. On oblige l'EDF aujourd'hui à acheter de l'électricité à 300 € le gigawatt pour le revendre 46 € à ses propres concurrents énergéticiens alternatifs, de façon à ce que les Français puissent avoir une électricité à un prix abordable. Parce que là, si c'était la vérité des prix, je pense que pour beaucoup de Français, la note d'électricité, elle doublerait cet hiver. C'est les Français qui vont payer le déficit. Voilà. L'EDF, ça va lui coûter des milliards, cette affaire. Hein, acheter de l'électricité à 300 € pour la revendre à 45, si l'hiver est un petit peu long, on va parler là de 7, 8, 10 milliards. Mais le scandale, c'est que... Et qui va les payer, ces 10 milliards? Et à un moment, il va falloir aussi, parce qu'on va le payer en émettant de la dette, forcément, mais il y a un moment où il faudra que le français rembourse. Donc là, je veux dire, tout à l'heure, on parlait là, de ces tests à raison de 1 ou 1,5 milliard cramés chaque mois. Mais là, cet hiver, avec l'EDF, je ne sais pas combien de milliards on va cramer, mais on est dans une fuite en avant dans les déficits dont les Français n'ont pas l'air de se rendre compte qu'un jour, il va falloir payer la note. Hein. Vous parlez de l'euro, du coup, justement, tout à l'heure.
Qu'est-ce que ça implique pour l'euro? Comment est-ce que vous voyez le futur de cette monnaie finalement? Alors moi, c'est pas nouveau. Ça fait quand même 15 ans que j'ai créé un parti politique pour dire qu'il faut que la France sorte de l'euro. Je sais bien tout ce que l'on a pu dire de moi, etc. Mais 15 ans après, je persiste et signe, et tous les événements vont dans mon sens. On sait bien, j'ai vu, il y a des chroniques qui sont sorties. Il y a Patrick Artus qui a sorti une chronique il y a quelques jours. Je crois dans Le Point, vous avez Marc Toiti, vous avez un certain nombre d'économistes qui tirent la sonnette d'alarme sur l'euro, mais qui évidemment, comme ils sont officiellement pour le maintien dans la zone euro, comme on voit d'ailleurs des articles de journaux qui disent ça fait 20 ans, l'euro a 20 ans, plus personne. J'ai vu des articles de journaux qui disent ça n'est plus un sujet politique. D'ailleurs, aucun candidat à l'élection présidentielle ne propose la sortie de l'euro. Si, il y a moi. Mais moi, je suis invisibilisé par les grands médias. Je ne connais pas d'économistes sérieux qui, dans le secret d'une conversation en tête-à-tête, ne manifestent les plus grandes inquiétudes sur l'euro. Pour la raison d'ailleurs que je viens d'invoquer, c'est que l'Allemagne à la fois bénéficie de l'euro, puisque l'euro est bien meilleur marché que ce que serait le Deutsche Mark, parce que l'euro c'est un Deutsche Mark flanqué, grevé par la lire italienne, la drachme grecque, la peseta espagnole, l'escudo portugais et un peu le franc français. Donc ça vaut moins cher. Donc du coup, c'est une monnaie qui est trop bon marché pour l'économie allemande, qui est plus compétitive que les autres, et donc ils engrangent des excédents commerciaux énormes, qui leur permettent d'ailleurs de renforcer leur industrie, et au passage, l'industrie des pays du Sud continue à s'effondrer. Donc c'est une perte de substance, de production de richesse en France qui continue, nonobstant Monsieur Macron qui va dire tiens, on a un investissement ici ou là. Non, la réalité des choses, c'est que la France continue sur cette tendance. Ça, c'est le premier point. Mais l'Allemagne, elle est à la fois bénéficiaire, mais est également très inquiète de voir ce que je décrivais tout à l'heure avec le déficit commercial français, qui se traduit au bout du compte par le fait que la Bundesbank allemande voit continuellement augmenter les créances qu'elle possède dans le cadre de ce qu'on appelle Target 2 à l'intérieur de la zone euro, les créances de la Bundesbank sur les banques centrales des pays du Sud. La Banque de Grèce, la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la Banque du Portugal, la Banque de France. La Banque de France, elle a encore un bon bilan. Mais les banques des pays du Sud, ce sont des bilans. Moi, je parle des banques centrales. Hein, c'est du sérieux. Hein. Ce sont des bilans qui sont quand même pas terribles. Et donc, l'établissement, comme on dit, l'establishment à Francfort, les élites économiques et monétaires de l'Allemagne tirent sans arrêt la sonnette d'alarme. Vous avez une succession de démissions de présidents de la Bundesbank qui disent il faut arrêter cette course en avant vers l'assouplissement quantitatif. Monsieur Macron, avec les médias français, ont fait croire à cette fable selon laquelle on aurait eu enfin une dette mutualisée au sein des pays de l'Union européenne avec cet endettement délirant. Vous savez, le plan 750 milliards d'euros où la France va toucher 40 milliards et on devra rembourser 90 milliards. Mais c'est pas du tout une mutualisation des dettes. C'est simplement que la Commission européenne, qui d'ailleurs l'avait déjà fait, mais dans une moindre mesure, va s'endetter. C'est la Commission qui s'endette et puis ensuite répartit. Mais le remboursement de la Commission se fera au prorata des pays membres de la zone euro, au prorata de leur budget. Il y aurait eu mutualisation des dettes, par exemple, si il y avait eu un endettement de la Banque centrale européenne ou de la Commission européenne et qu'il était prévu que si un pays ne paye pas, ce sont les autres qui paieront. Mais les Allemands ne veulent pas ça. Depuis toujours, les Allemands ont toujours refusé la mutualisation des dettes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le système, ce qu'on appelle l'eurosystème, l'eurosystème, c'est marqué dans les traités. Les Allemands ont refusé la disparition des banques centrales nationales. Ça, c'est fondamental à comprendre. Si les Allemands avaient accepté la mutualisation des dettes, il n'y aurait plus de Banque de France, plus de Bundesbank, il y aurait simplement la Banque centrale européenne. Or, les Allemands, et quand je dis les Allemands, c'est également les Néerlandais, les Finlandais, les Luxembourgeois, ce sont des peuples qui, à tort ou à raison, moi je trouve qu'on peut les comprendre, ils n'ont pas envie de payer les dettes des Grecs, des Italiens ad vitam aeternam. Voilà. Alors,
certains pourront dire ils sont égoïstes, mais d'accord, mais ils sont comme ça. Donc vous n'allez pas les changer. Et donc on bute sans arrêt sur ce plan. Il y a eu cet assouplissement quantitatif qui a aménagé les choses, mais M. Macron, contrairement à ce qu'il explique, et les gens qui sont avec lui, n'a absolument pas fait bouger d'un iota la position de l'Allemagne ou des Pays-Bas, ou de ce qu'on appelait les pays frugaux. Vous savez, il y avait aussi l'Autriche dedans, qui ne veulent pas et qui ne voudront jamais faire une mutualisation des dettes. Donc, et on touche là, on touche le fondamental, le problème fondamental de la construction européenne, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. Voilà. Ça fait 64 ans depuis le traité de Rome que l'on ment. De la même façon qu'il n'y avait pas de peuple soviétique en URSS, il y avait des peuples qui avaient été mis dans une construction idéologique et téléologique qui s'appelait la construction du socialisme. Eh bien, en Union européenne, c'est la même chose. On a des peuples qui ont été mis dans une construction idéologique et téléologique, c'est-à-dire qui voient, voilà, qui promet le paradis à venir. Mais vous avez toujours, 64 ans après le traité de Rome, vous avez toujours des Allemands, des Français, des Néerlandais, et ça ne change pas. Voilà. Et là, on touche vraiment, on est au cœur du problème de la bombe qui va exploser avec l'euro. Alors, moi, je serais comme dans les évangiles, hein, nul ne sait le jour ni l'heure. C'est tout le problème. On ne sait pas si ça va exploser dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10. Mais encore une fois, je ne connais pas d'économistes et qui, dans le secret, comme ça, d'un cabinet, ne soient inquiets. Et si vous prenez, par exemple, la chronique de Patrick Artus, où il tire la sonnette d'alarme, il dit maintenant il va vraiment falloir passer aux réformes de structure. C'est-à-dire que depuis 20 ans, c'est de la gnognotte ce qu'on aurait eu. Il faut que les Français comprennent ça. C'est que depuis 20 ans, tout ce qui a été fait, la privatisation des services publics, le début de démolition du droit du travail, etc., c'est très très loin d'être suffisant. C'est de la gnognotte. Patrick Artus, il fait une chronique en disant pour que l'euro continue, il va vraiment maintenant falloir passer aux choses sérieuses. Pour reprendre une image, on est dans un système où tout le monde joue avec les mêmes jetons, hein, comme à une table de poker. Donc, tout le monde a des jetons de 10, 50, 100, etc. Et puis tous les jours, on fait une partie de poker économique, et c'est l'Allemagne qui gagne. Donc chaque soir, on note que l'Espagne a perdu temps, l'Italie a perdu temps, la Grèce a perdu temps. Et on se sépare en notant sur le carnet ce que les uns doivent aux autres, sur l'Allemagne qui gagne. Et puis le lendemain, on repart pour une nouvelle partie. Donc on redonne des jetons aux Grecs, on redonne des jetons à la France, on redonne des jetons à l'Italie, puisque on émet des dettes et la Banque Centrale Européenne, quelque part, les récupère. Et puis à la fin de la partie, l'Allemagne a encore gagné. Et puis l'Italie a encore perdu. Donc chaque soir, on va inscrire le montant que l'Italie, la France, l'Espagne, la Grèce doit à l'Allemagne, dans une moindre mesure au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc. Et en fait, on sait tous que l'Italie, l'Espagne, la Grèce perdent tous les jours à ce jeu-là. Mais on continue de créer des jetons pour que tous les jours on puisse reprendre la partie de poker. Et cette partie de poker dure depuis 20 ans. Donc il y a deux façons de voir les choses. Est-ce qu'il y a un moment où on va dire, bon, là, non, là, vous avez trop accumulé de dettes, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France, il y a un moment, il faut payer l'Allemagne. Mais ils vont payer avec quoi ? Ils vont payer avec quoi ? Effectivement, il va falloir vendre le château de Versailles, ou je ne sais pas, il faudra vendre les palais vénitiens pour que l'Italie puisse rembourser, j'en sais rien. Donc il y a deux façons de voir les choses. Ou on continue de jouer indéfiniment avec des joueurs qui perdent tous les jours, et on leur demande jamais de payer. Ou si le jour on leur demande de payer, et qu'ils n'ont pas les moyens, alors qu'est-ce que valent tous les jetons qu'on a créés ? Puisqu'il y en a qui ne sont pas capables, effectivement, de rembourser leurs dettes. Donc il y a un moment où on constatera que tous les jetons qu'on a créés, qu'on appelle des euros, ça ne vaut rien, puisqu'il y en a qui ne remboursent pas. C'est une métaphore intéressante. On retombe sur la théorie des zones monétaires optimales.
lorsqu'il y a des chocs asymétriques dans certains pays qui utilisent la même monnaie et pas dans les autres pays, eh bien, c'était Robert Mundell, qui pourtant avait été d'ailleurs à l'origine, enfin, il était favorable à l'euro au départ. Enfin, ça n'en demeure pas moins que sa théorie sur les zones monétaires optimales, c'est que lorsqu'il y a un choc, comment dirais-je, asymétrique, il n'y a que deux possibilités de le résoudre entre ces zones qui ont un choc et celles qui ne l'ont pas, c'est de la dépréciation monétaire. Or ça n'existe plus puisqu'on a la même monnaie. Enfin, on a, c'est pas juridiquement, c'est pas la même monnaie, mais enfin, on est dans un attelage où les monnaies ont un taux de change entre elles qui est fixé pour toujours et à tout jamais, paraît-il. Bon. Et donc l'autre possibilité, ce sont des transferts financiers permanents des zones qui n'ont pas les chocs asymétriques vers celles qui ont les chocs asymétriques. Voilà. C'est-à-dire que que l'euro continue, c'est la description de Philippe, je suis d'accord avec, je ne connaissais pas c'est assez amusant, il faut que l'Allemagne, continuellement, ferme les yeux sur ce système et continuellement, dont elle est en partie bénéficiaire, je l'ai dit, parce qu'elle renforce considérablement son industrie, son économie, mais dont elle est potentiellement le dindon de la farce. Il y a quelques années, le patron des patrons allemands, le chef du patronat allemand, avait tiré la sonnette d'alarme en disant que ça risquait de se terminer par plus de 1 000 milliards d'euros de cet échafaudage qui tomberait sur le peuple allemand. Donc, ce qui est absolument insensé, mais alors vraiment, là aussi je le dis fermement, c'est que ce sujet, avec quelques autres très très importants, mais ce sujet en particulier, devrait être au cœur de l'élection présidentielle française. Moi, on ne m'invite pas pour en parler. Les candidats qui se présentent devant les Français et qui sont médiatisés devant les Français n'en parlent pas. Pour une raison d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais faire un petit point politique, mais parce qu'ils sont incompétents. Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Je vous assure. Quelle que soit leur couleur politique. Parce que c'est assez calé comme système. Hein. C'est compliqué. Donc les Français, on leur montre devant plusieurs candidats qui ont une espèce d'accord tacite. On ne parle pas de l'euro. Et donc, d'ailleurs, personne n'en parle, parce que les journalistes ne sont pas compétents non plus. C'est quand même quelque chose qui est très très compliqué, hein, le fonctionnement de l'euro. Donc on ne parle pas, mais c'est un sujet, c'est comme disent les Anglais, je crois, c'est l'éléphant dans le couloir, quoi. Le sujet devient énorme et personne n'en parle. Alors ça, vous savez que j'aime bien l'histoire, Philippe aussi, vous aussi. Un sujet qui ne cesse de grandir, un éléphant dans un couloir qui ne cesse de grandir, et dont on ne parle pas, ça se termine toujours mal. C'est comme une crise de dents qu'on ne soigne pas, hein, ça ne se règle jamais. Donc tant qu'on n'a pas opéré. Voilà. Donc on est dans cette situation. Et au même moment, vous avez des débats sur la présidentielle qui sont du plus grand ridicule, hein, où on traite de sujets absolument tout à fait marginaux, sans aucun intérêt par rapport à ces sujets fondamentaux. C'est pas le seul d'ailleurs, l'euro. Hein. Il y a aussi la libre circulation des mouvements de capitaux. Il y a aussi notre alignement sur les États-Unis et l'OTAN. Ça, on retombe sur les chroniques dont on parlait au début de cet entretien, ce que j'ai écrit dans votre lettre. Le fait que la France se laisse embarquer en ce moment dans un éventuel conflit potentiel entre l'Occident et la Chine, ou entre l'Occident et la Russie. En fait, la France est manipulée dans cette histoire par les États-Unis, qui à la fois font monter la France et l'Union européenne au créneau contre la Chine et contre la Russie, mais en même temps, comme dirait Macron, s'entend par des canaux bilatéraux avec les Chinois et avec les Russes. On est les dindons de la farce. La France a perdu toute indépendance, autonomie stratégique et même toute réflexion. Il y a quand même un vrai problème en France, c'est la baisse de niveau drastique des responsables politiques et administratifs. Qu'est-ce que vous conseillez à vos lecteurs, Philippe, justement pour se protéger ou pour ne pas se laisser abattre par cette situation? Parce qu'il y a quand même des choses à faire. Est-ce qu'on peut quand même, je sais pas, en tirer avantage peut-être en tant qu'investisseur En tant qu'investisseur, on a le choix, et un vaste choix d'actifs qui sont performants. Qui sont le plus souvent effectivement donc des actifs de type GAFAM, de type technologie disruptive. Et là, je voudrais également alerter nos lecteurs sur le fait qu'après 20 ans de désindustrialisation, qui font que la France est un exemple en termes d'émissions carbone. Bah oui, on fabrique plus rien en France, donc on émet beaucoup moins de carbone. Le carbone, on l'a exporté. Voilà.
Donc jusqu'à présent, on avait exporté notre industrie. Il se trouve qu'avec les confinements, avec le télétravail, on est en train également d'exporter notre matière grise, puisque vous avez beaucoup de gens travaillant pour des entreprises à dimension multinationale. Donc ces gens-là se rendaient chaque matin à la Défense ou sur des lieux de travail qui leur étaient habituels depuis de toute éternité. Et puis d'un seul coup, les gens se sont retrouvés atomisés chez eux, à télétravailler, souvent en anglais, pour ceux qui sont justement dans ces structures multinationales. Et puis vous avez, vous, à la haute direction, des gens qui se disent puisqu'ils bossent en anglais et à distance, on a des Indiens qui font ça aussi bien, beaucoup moins cher et H24. Et je vous assure qu'en ce moment, nous sommes, et ça se dit peu, mais moi je le vis parce que je suis en prise directe avec ça, au travers d'amis, etc. On est en train de commencer à exporter notre activité tertiaire, on est en train de l'exporter vers des pays également à bas coût, puisque si vous êtes à distance finalement et qu'on n'a plus besoin de votre expertise ou de votre présence pour décider comment on va faire évoluer l'entreprise, quelle est la grande stratégie mondiale de l'entreprise? Qui en décide? C'est McKinsey. Ou d'autres, Ernst & Young, vous avez les Big Five. Ce sont eux qui conseillent les entreprises, les multinationales. Et ce sont des stratégies globales. Bon, dans un monde où d'un seul coup on virtualise le travail, où chacun est chez soi devant son écran, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à recevoir des avis comme quoi il se trouve que leur unité est délocalisée en Irlande, ou en Roumanie, ou en Inde, et le plus souvent vous apprenez que celui qui a conçu cette réforme du fonctionnement de l'entreprise, c'est effectivement un McKinsey, un Ernst & Young, un grand cabinet international qui a une vision globale, internationale, planétaire de l'entreprise. Et dans cette vision planétaire, si vous êtes aujourd'hui en télétravail et que vous êtes en télétravail en France, vous êtes plus cher que quelqu'un qui télétravaille depuis l'Inde et qui peut faire exactement le même taf et qui en plus de ça peut le faire 24 heures sur 24, alors que vous, on vous laisse quand même tranquille un petit peu, même si aujourd'hui le téléphone portable est un fil à la patte, etc. Donc je pense qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution, non pas industrielle, mais une nouvelle révolution tertiaire. Le travail délocalisé, c'est du travail virtualisé. Et aux yeux d'un McKinsey, l'optimisation de cette capacité de travail, elle va se faire effectivement par des pays à bas coût et à très haut niveau d'éducation. Et là, la France n'est pas seulement passée derrière l'Inde en termes de PIB, on est passé derrière l'Inde en termes de production d'ingénieurs, de chercheurs, de programmeurs. Peut-être qu'il y a aujourd'hui 100 millions d'Indiens qui sont capables de coder en Python. Combien en a-t-on en France? Combien de jeunes aujourd'hui connaissent les rudiments du codage? Voilà, donc l'Inde, elle nous passe devant, oui, parce qu'avec 1,4 milliard, on finit effectivement par avoir un plus gros PIB que la France. Mais il nous passe surtout devant en termes de matière grise et de capacité de faire tourner une entreprise, même à distance. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on en prenne conscience. Mais par contre, pour l'investisseur, alors oui, je pense que là, il y a beaucoup d'opportunités, d'entreprises qui sont parfaitement calibrées pour évoluer comme un poisson dans l'eau dans cette nouvelle architecture mondiale de travail délocalisé.
Ce que Philippe vient de dire sur l'Inde est vrai ô combien de la Chine, hein, qui a suivi le même chemin, mais également d'autres pays comme la Russie. Je m'aperçois, je me mets à la place de nos auditeurs, ils doivent se dire mais c'est un portrait épouvantable en fait de la situation. Je crois que la situation, elle est effectivement assez épouvantable. Et si je voulais synthétiser tout ça, je dirais que ça vient du fait que les dirigeants français ont oublié tout simplement le fondamental, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une nation et un pays. Quand on parle de McKinsey, qui a des solutions globales, ils ne prennent jamais en considération qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple français et il faudrait peut-être que des gens s'en préoccupent et le défendent. Quand on parle de l'euro, c'est pareil. Personne ne semble se rendre compte qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple français, qui n'est ni italien, ni néerlandais, ni allemand, et qu'il faudrait peut-être s'en préoccuper. Lorsqu'on parle des questions internationales, comme si l'Union européenne avait les mêmes intérêts vis-à-vis de la Russie, comme si tous les pays, c'est pas vrai. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple français, qui n'a pas du tout la même histoire, ni les mêmes relations avec la Russie que, par exemple, les pays baltes. Et nous avons des intérêts différents. Donc, ce qu'on est en train de mesurer, je crois, c'est qu'après 64 ans de construction européenne, après 20 ans d'euro, après avoir progressivement considéré comme une vieille lune, et pour ne pas dire pire, tout sentiment patriotique, toute volonté de développer son propre pays, comme si c'était des vieilles lunes, comme si la mondialisation s'imposait à tout le monde. En réalité, la France est en train de s'effondrer, il faut le dire, dans tous les domaines. On n'a même pas parlé des questions, effectivement, d'enseignement, d'armée, de civilisation même. Hein, voilà. Et je pense que je voudrais quand même dire peut-être ce mot de la fin. Enfin, j'en sais rien si vous. Mais moi, ça sera peut-être mon mot de la fin, c'est que il faut quand même que les Français ne perdent pas espoir. Parce que moi, je vois beaucoup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, beaucoup de gens autour de moi, des jeunes même ou des moins jeunes, même des personnes qui vont vers la retraite, qui envisagent de partir, d'aller s'installer au Maroc, d'aller s'installer en Thaïlande, d'aller s'installer éventuellement en Espagne ou au Portugal, mais de partir. Donc il y a une crise, il y a toutes les crises qui s'accumulent sur la France, mais au sommet de ça, c'est une crise morale, d'une espèce de dépression collective. Toute l'histoire du monde est là pour nous expliquer qu'on ne redresse pas un pays autrement que sur l'amour de lui-même, sur l'amour de son propre pays. Donc, quel que soit le président qui sera élu, s'il reste dans l'Union européenne, dans l'euro, dans la mondialisation, sans jamais remettre ça en question, en disant que ce serait une catastrophe absolue, ce qu'on avait dit d'ailleurs des Britanniques. On voit que le Brexit se passe très très bien. On aurait pu en dire un mot. Le fait que la Grande-Bretagne redevienne puissance mondiale, on l'a vu avec l'alliance AUKUSA, hein, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, où ils nous ont chassés de notre marché des sous-marins en Australie. Vous avez suivi ça. Donc je rappelle qu'on est en train de se faire avoir dans tous les domaines. Il n'y a pas d'autre solution que la France redevienne elle-même, reprenne sa souveraineté nationale. Toute l'histoire du monde est là. Maintenant, la question c'est de savoir jusqu'à quand la majorité des Français, il y a des Français qui ne veulent plus entendre des politiques, donc ils se réfugient dans l'abstention, ce qui est, à mon avis, la pire des solutions, parce que c'est conforter le système existant. Et puis il y a ce qu'on appelle maintenant les boomers, dont je fais d'ailleurs partie, et Philippe aussi, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans, et qui sont celles qui votent le plus, mais qui, parce qu'elles ne vont pas forcément se renseigner aux bonnes sources sur Internet, les personnes âgées ne vont pas beaucoup sur Internet, elles entendent ces médias mainstream, comme on dit, qui ressassent toujours les mêmes choses, et ils continuent à voter pour les mêmes jusqu'au moment où il y aura, à mon avis, quelque chose qui se passera en France, parce que ça va pas continuer encore comme ça pendant des décennies. Je suis convaincu du contraire. Il y a plein de choses qui peuvent pas continuer comme ça. La France, pays des droits de l'homme, est devenu le pays où on exclut une partie de la population en contradiction avec tous les principes. Donc ça, à mon avis, c'est pas tenable.
L'hémorragie technologique, l'hémorragie industrielle va maintenant se doubler d'une hémorragie de matières grises et de production d'emplois de services. Mais ce qui va surtout là arriver, qui nous arrive plein de poire, et on le voit bien là avec le pétrole au-delà de 86, 87 $ maintenant le baril à Londres, c'est-à-dire des niveaux qu'on n'a pas connus depuis le mois d'octobre 2014. On se dirige tout droit d'ailleurs vers les 100 $ le baril. Donc on va voir partout sur les autoroutes le litre de carburant à plus de 2 €. On va voir le litre de gasoil à 1,80 €, c'est-à-dire exactement 20% plus cher qu'au moment du déclenchement de la crise des Gilets jaunes, puisque c'est le franchissement des 1,50 € par le gasoil qui quelque part a un petit peu mis le feu aux poudres. Donc là, on va voir les prix flamber. L'alimentaire, ça se sait peu, mais on est en pénurie d'engrais dans le monde. Donc, il y en aura moins de l'engrais. Alors, bien sûr, on nous dira c'est peut-être pas mal d'un point de vue écologique de moins saturer la terre avec des engrais azotés, etc. Sauf que les rendements ne seront pas au rendez-vous, donc on va produire moins de nourriture pour les animaux, donc on aura moins de viande, donc cette viande va être plus chère. Les céréales qu'on consomme au petit déjeuner vont être plus chères, le pain, la farine, pour le pain va être plus cher. Structurellement, cette histoire d'engrais qui a l'air vraiment tellement... ça a l'air d'être un problème du passé ou du Moyen-Âge, ça va être dans notre quotidien un des grands facteurs d'alourdissement de la facture des ménages français. Donc l'énergie va coûter plus cher, l'énergie pour se chauffer, l'énergie pour rouler, et le coût de la nourriture va également fortement augmenter. Ça va nous faire une inflation à combien, ça ? On est déjà dans la vraie vie au-delà de 5%, très au-delà même. Si vous rajoutez les loyers, le coût du logement et bientôt le coût des études, puisqu'on nous promet également que c'est fini l'université gratuite. Donc, mais comment les gens vont payer, comment ils vont survivre dans le monde de demain avec une électricité qui sera de plus en plus chère, puisqu'on essaie de transformer justement les véhicules thermiques en véhicules électriques. On va les charger avec quel courant, produit comment, par qui, à quel coût. La nourriture, donc moins d'engrais, moins moins et le prix du poulet, le prix de la viande qui s'envole, et le coût des études qui va s'envoler également. L'université, je pense que ça va se faire progressivement. On va augmenter les coûts d'inscription de 1 000 €, puis ça sera 1 500, puis ça sera 2 000, etc., etc. Donc là, je pense que l'autre éléphant dans le corridor, et ceux contre quoi on va se battre, et on va essayer de trouver des solutions pour nos lecteurs, c'est comment se protéger contre l'inflation. Elle est vraiment, mais structurelle à un point. Mais je pense qu'il est tellement effrayant, justement, que si on en parle si peu, c'est que ceux qui savent que, justement, c'est pas la peine d'entretenir l'espoir que l'inflation va revenir tranquillement, que, comme on dit, la pâte va revenir dans le tube de dentifrice. Ça n'arrivera pas. L'inflation, elle a commencé à s'échapper et on la fera pas rentrer dans le tube. Et là, les Français, en plus de l'austérité qu'ils vont découvrir quand il va falloir rembourser le coût de la crise, ils vont en plus de ça s'apercevoir que le coût de la vie augmente. Donc on va devoir leur prendre plus pour rembourser la note faramineuse de la gestion de crise. Et en plus de ça, leur pouvoir d'achat va baisser symétriquement. Mais je ne sais pas où on s'en va, mais vous voyez l'effet de ciseau que je vous décris. Je vous décris quelque chose qui est quand même un petit peu les prémices d'un scénario de l'apocalypse. Donc il va falloir qu'on fasse preuve d'énormément d'ingéniosité pour protéger l'épargne des ménages. Parce qu'il n'y a que ça qui va leur permettre de faire face. Ils ne vont pas pouvoir aller demander des hausses de salaire pendant que leur entreprise délocalise en Inde, ou en Roumanie, ou en Chine. On est bien d'accord.
Donc là, la seule chose qui va permettre aux gens de se sauver, c'est de faire des placements qui leur permettent de compenser la baisse de leur niveau de vie ou compenser la hausse du coût de la vie et également se faire un complément de ressources ou de patrimoine, parce que notre patrimoine, il va être sérieusement écorné ou rogné par les besoins de l'État pour rembourser les centaines de milliards qu'on a investis pour maintenir en survie artificielle des entreprises. Il va falloir que ces entreprises payent la note. Il va falloir que la France paye également la note de ses déficits commerciaux. On est à 100 milliards, donc là aussi, cet argent, on est en train de le sortir du néant. C'est des clics de souris, hein. Sinon, ce déficit de 100 milliards, on n'est pas capable, évidemment, d'y faire face. Donc, je veux dire que ça va être très, très, très compliqué et que il n'y a que par l'épargne que les ménages vont pouvoir se mettre à l'abri de ce qui nous pend au nez. Ou par la voie politique et changer radicalement la stratégie du pays. Merci beaucoup à tous les deux pour l'entretien. Je m'adresse désormais à nos spectateurs. Sachez que si la thématique de cette vidéo vous aura intéressé, Philippe Béchade et François Asselineau abordent régulièrement ces questions dans la lettre des affranchis. Donc, chaque mois, nos auteurs proposent de nouvelles perspectives pour comprendre les décisions économiques et géopolitiques qui influencent notre monde, le tout sans filtre et sans faux semblants. Vous découvrirez également de précieux conseils pour protéger votre patrimoine, ainsi que de nouvelles opportunités de plus-value grâce à Gilles Leclerc, notre analyste indépendant. Et enfin, vous aurez un suivi hebdomadaire de l'actualité et de leurs recommandations avec des alertes par mail et des conférences en direct. N'attendez plus, pour recevoir la lettre des affranchis, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et vous remercie encore une fois de votre participation.